Heureux de vous retrouver. Bien, j'ai souhaité, avant que le Conseil européen ne se tienne, dans quelques instants, peut-être rendre compte de notre sommet de l'OTAN et du G7 que nous venons de tenir, ici même, avec l'ensemble de mes collègues, et faire un point aussi de situation. En effet, un mois après le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, où en sommes-nous? Le peuple ukrainien, mené par son président, a résisté, déjouant les calculs de la Russie, d'une victoire militaire rapide. Nous avons, avec nos alliés et nos partenaires européens, répondu avec fermeté, réactivité et unité, là aussi déjouant les pronostics d'une réponse faible et divisée. Et donc nous continuons de nous tenir aux côtés du peuple ukrainien avec un soutien militaire, économique, humanitaire. L'Europe a déployé une capacité d'accueil sans précédent. J'y reviendrai pour les plus de 3,5 millions de réfugiés d'ores et déjà sur notre sol. Et notre détermination nous a conduit à prendre un train de sanctions absolument inédit à l'unisson. L'économie russe est d'ailleurs, au moment où je vous parle, en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi, par tous les moyens, d'obtenir un cessez-le-feu et la paix. Ces initiatives que nous avons lancées se poursuivent et il y a quelques instants, la résolution humanitaire portée par la France et le Mexique a été votée à une très large majorité à l'Assemblée générale des Nations unies avec 140 voix pour et simplement 5 voix contre, ce qui montre l'isolement que nous maintenons de la Russie. En effet, la Russie a pris une responsabilité historique en lançant cette guerre et notre stratégie est donc de bien tout faire pour pouvoir stopper toute escalade, mais cesser le plus rapidement le conflit par notre soutien à l'Ukraine, nos sanctions et les discussions que nous poursuivons à quelques-uns avec le président Poutine pour pouvoir trouver les voies et moyens d'une solution négociée. Le sommet de l'OTAN de ce matin a permis d'acter plusieurs éléments. D'abord, une unanimité pour continuer de renforcer le soutien à l'Ukraine, lui fournir les armements défensifs, les matériels dont elle a besoin. Le président Zelensky s'est adressé à nous à cet égard, a fait de façon très nette part de ses besoins. Et au fond, la ligne reste la même pour l'ensemble des alliés, continuer à fournir des armes défensives et létales, le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, vous le savez, qui continue de ne pas être co-belligérant. C'est aussi pour cette raison que je n'entrerai dans aucun détail. Mais avec le chancelier allemand, d'autres Européens, nous avons aussi insisté sur l'importance dans ce cadre de continuer à œuvrer pour une voie négociée crédible. Le deuxième élément qui ressort de notre sommet, c'est la nécessité de dissuader toute escalade du conflit sans jamais donner le moindre prétexte aux arguments bien connus et très souvent employés par la Russie pour les provoquer. L'OTAN a fait un choix qui est de soutenir l'Ukraine pour arrêter la guerre, sans faire la guerre, comme je le disais. Et donc là aussi, nous avons décidé d'intensifier les travaux, et ils sont en cours et déjà commencés, pour prévenir les scénarios d'escalade et évidemment nous organiser en cas d'escalade. Enfin, nous avons acté de la nécessité de poursuivre l'adaptation de notre posture à la nouvelle donne stratégique provoquée par la guerre en Ukraine et ses conséquences. À ce titre, je veux dire combien la France est au rendez-vous de la solidarité pour assurer la sécurité de nos alliés, du nord au sud du flanc oriental. La carte qui vous est ici présentée vous permet de voir de manière très claire l'ensemble de nos engagements actuels qui ont été donc renforcés ces dernières semaines. En Norvège, qui était un exercice prévu, la France est, comme vous le voyez, un très grand contributeur, puisque nous avons 3200 militaires engagés. Et donc, nous avons sur Cold Response un engagement fort. Et je veux à cet égard redire toutes mes condoléances à l'endroit des États-Unis d'Amérique suite au décès des 4 militaires qui ont perdu la vie dans le cadre de cet exercice. En Estonie, nous avons décidé de maintenir notre présence et de la renforcer. Donc nous avons environ 350 militaires, comme vous le voyez ici, avec des missions donc, qui ont été renforcées puisque nous y étions d'ores et déjà présents. Nous avons monté notre contribution terrestre et avec également des missions aériennes
où la France donc, participe à ces missions de police du ciel pour le compte de nos amis baltes. Au-dessus de la Pologne, dans le sud-est de l'Alliance, nous avons aussi renforcé notre présence. Comme vous pouvez le voir, le choix qui a été fait dès le début de contribuer au dispositif aérien en Pologne et jusqu'au sud de l'Alliance, notre volonté de contribuer, y compris à travers les missions qui sont les nôtres, à un dispositif aérien de vigilance, ce qui justifie la présence en particulier du groupe aéronaval, mais également de nos capacités au large de la Bulgarie et de la Roumanie pour pouvoir déployer donc ce que nous continuons de faire, l'ensemble des moyens nécessaires. Donc surveillance également de la Bosnie à partir du groupe aéronaval. Et puis, et je dirais encore plus, le choix que j'avais annoncé dès le début d'année au Parlement européen, avant ça dans les vœux aux forces armées, de pouvoir nous engager dans le cadre de la NRF, 550 militaires français, avec la contribution de plusieurs autres États membres, et la France est nation cadre dans cette opération en Roumanie, qui a vocation à monter en puissance dans l'EFP avec la Belgique et les Pays-Bas. Et donc, vous le voyez, du nord au sud, la France est aujourd'hui un contributeur concret de notre alliance et du réarmement stratégique européen que j'avais appelé de mes vœux devant le Parlement européen. Tout ça montre aussi la cohérence de l'action qui est la nôtre, c'est-à-dire une volonté d'avoir une Europe de la défense et une Europe qui prend ses responsabilités. Et c'est la démonstration que cette Europe de la défense est bien une composante de l'OTAN et en aucun cas ni un substitut ni un concurrent. Et je crois que ces dernières semaines ont pu crédibiliser le message que nous n'avions cessé de marteler de la complémentarité de ces deux ambitions. Nous avons travaillé aussi ces dernières semaines et nous aurons l'occasion tout à l'heure de poursuivre en européen et d'acter l'adoption de la boussole stratégique qui nous permettra ensuite de préparer une position commune à l'OTAN et le sommet de Madrid qui vient tirer les conséquences de l'exercice stratégique que nous avions lancé en fin d'année 2019 lorsque j'avais eu l'occasion moi-même de lancer le débat et d'indiquer qu'il me semblait important que nous puissions réorganiser nos efforts stratégiques et reconcevoir notre stratégie au sein de l'Alliance. Donc tout ça arrive à maturité dans un moment évidemment où nous sommes collectivement testés. Je crois que la meilleure réponse à ce test et à la guerre lancée donc en Ukraine est la réponse que nous sommes en train d'y apporter. Le sommet du G7 a quant à lui complété cette réponse à d'autres égards. D'abord, sur le plan des sanctions, par une coordination très étroite. Je l'ai dit, nous avons répondu de manière très rapide avec plusieurs trains de sanctions, 4 paquets de sanctions qui ont été prises de manière très coordonnée dès le deuxième jour suivant le lancement du conflit. Et nous avons constamment répondu en Européens, en alliés, mais le G7 a été une instance de coordination très importante. Et ces 4 séries de sanctions ont été parfaitement coordonnées. Et nous avons décidé un mécanisme au sein du G7 de suivi de ces sanctions, qui permettent la transparence de la bonne application des sanctions prises pour éviter qu'il y ait des divergences entre les différents membres, ce qui affaiblirait la cohérence du groupe, mais pour aussi mesurer, mettre en commun nos listes d'oligarques soumis à nos mesures, faire travailler ensemble nos ministres des Finances et de la Justice pour aller au bout de la mise en œuvre des décisions et préparer évidemment les décisions à venir si celles-ci s'imposaient. Et nous sommes tout à fait prêts à accroître évidemment ces sanctions à chaque fois que ce sera nécessaire. Nous avons aussi acté de nous mobiliser collectivement pour, à l'égard de puissances amies, qui ne sont pas forcément autour de la table du G7 ou de l'OTAN, ni membres de l'Union européenne, pouvoir relayer ces sanctions, soit pour les faire adopter, ce que nous avons obtenu de plusieurs autres, soit au moins pour limiter les stratégies visant à aider la Russie à compenser nos actions. L'analyse que nous faisons tous, c'est qu'aujourd'hui, ces sanctions ont un impact. J'ai évoqué tout à l'heure les difficultés financières et économiques de la Russie. Cet impact est tangible et il nous faut le poursuivre pour avoir cet effet dissuasif. Deuxièmement, nous avons défini un agenda de solidarité entre les membres. Pourquoi ? Parce qu'il y a une asymétrie dans les conséquences que la guerre fait peser entre les membres du G7, comme d'ailleurs entre les membres de l'OTAN, qui suppose une solidarité. D'abord en matière de la gestion des réfugiés. L'Europe, de manière logique, par géographie, est la première contributrice. Et s'il y a entre 6,5 et 7 millions de déplacés aujourd'hui
ukrainien, il y a d'ores et déjà plus de 3,5 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui sont sur le sol européen. C'est l'un des plus grands défis que l'Union européenne a à vivre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense en particulier aux pays qui sont les plus impactés parce qu'ils sont voisins de l'Ukraine. Et nous devons en plus évidemment avoir une solidarité pour d'autres pays qui sont non membres de l'Alliance ou de l'Union européenne, mais encore plus touchés, je pense à la Moldavie. Ce qui nous a conduit à d'ores et déjà mettre en place des stratégies de réinstallation. Comme nous l'avons d'ailleurs fait, la France a pu en conduire elle-même ces derniers jours. Et donc, ce que nous avons demandé à nos partenaires du G7, c'est d'être solidaires et de pouvoir, en lien avec les Européens continentaux, quand il s'agit des Britanniques, des Canadiens, des Américains, des Japonais, nous aider, en lien aussi avec le HCR et les Nations Unies, à mener ces opérations de réinstallation et à pouvoir partager cette solidarité. C'est d'abord un élément donc très concret pour nous tous, et puis c'est aussi ce qui nous permettra de lutter de manière efficace contre toutes les formes de trafic humain et de bien protéger en particulier les familles, les enfants, les femmes qui sont aujourd'hui soumises à cette situation que nous connaissons. Le deuxième élément de solidarité, c'est la solidarité énergétique. L'Europe, et là c'est une caractéristique aussi naturelle de notre géographie, est le plus grand acheteur de fossiles, parce que nous ne sommes pas producteurs. Et donc nous avons cette dépendance en particulier au gaz, au pétrole et au charbon russe. Notre souhait est évidemment d'abord maîtriser les prix pour nos consommateurs, nous y reviendrons tout à l'heure au Conseil européen, mais de très vite diversifier pour moins dépendre et ne pas être soumis à des mesures de représailles, mais surtout nous-mêmes réduire les éléments d'achat qui aujourd'hui vont vers la Russie. Et donc cette sortie de notre dépendance au pétrole et au gaz russe passe là aussi par une diversification de nos achats et une politique concertée avec les autres membres du G7. Certains membres peuvent augmenter leur production d'hydrocarbures, certains membres peuvent aussi nous aider dans une stratégie de diversification. C'est ce que nous avons acté aujourd'hui avec un rôle tout particulier des États-Unis d'Amérique et du Canada qui, sur ces énergies fossiles, évidemment, ont une contribution importante et avec lesquels nous voulons renforcer nos coopérations pour réduire nos dépendances. C'est pour moi un élément très important. Tout ça est complémentaire de notre stratégie de sortie des énergies fossiles, qui est, je dirais, notre premier choix et le plus structurant, par cohérence avec notre stratégie climatique. Simplement, nous savons que tout ça prend du temps et dans ce temps intercalaire, il nous faut diversifier. Et c'est là où la stratégie de coopération au sein du G7 est essentielle. Enfin, et je voudrais insister sur ce point, dernier élément de solidarité est une solidarité alimentaire. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais l'Ukraine comme la Russie sont de très grands producteurs, en particulier de céréales. Et aujourd'hui, nous en vivons les impacts en Europe, nous avons des tensions sur les prix, nous avons aussi des tensions dans plusieurs filières qui ont conduit la France et les Européens à réagir avec les plans de résilience, par exemple pour aider nos éleveurs qui sont très dépendants des tourteaux venant d'Ukraine pour nourrir leurs bêtes, et avec un renchérissement des prix se faisant de production pour nos éleveurs et parfois de risques de rupture. Nous sommes en train d'y pallier. Néanmoins, d'ores et déjà, nous sommes tous confrontés à une hausse des prix. Mais aussi et surtout, nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. Parce que d'autres pays, Proche et Moyen-Orient, Afrique, sont eux très dépendants pour nourrir leur population de ce qui est aujourd'hui produit en Ukraine et Russie. La guerre en Ukraine et les choix qui ont été faits par la Russie, gravissime et irresponsable, et je le dis bien, c'est la conséquence directe des choix de la Russie et de la guerre, font que des pays comme l'Égypte, mais plusieurs autres, au Machrek, au Maghreb, en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, ont aujourd'hui des difficultés à s'approvisionner en blé, plus largement en céréales. Un pays comme l'Égypte dépend à 80% de ses importations de la région ukrainienne et russe. Et donc à court terme, il y aura des difficultés dans ces pays, mais surtout la guerre en Ukraine rend impossible pour le moment, par le choix fait par la Russie, de semer comme il se devrait, et donc est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Cette situation va créer une crise alimentaire, des situations humanitaires gravissimes dans plusieurs pays, et à coup sûr des conséquences politiques massives dans plusieurs des pays que j'évoquais.
Face à cela, nous ne pouvons rester impuissants, je veux ici vous alerter, et donc il nous faut réagir. Réagir par les actions que nous conduisons, et donc dans les échanges que j'ai avec le président Poutine, durant lesquels, comme vous le savez, j'appelle à un cessez-le-feu rapide, je plaide aussi pour qu'il puisse y avoir, et je le redis ici solennellement à la Russie, la levée des restrictions à l'exportation sur les denrées alimentaires, la possibilité laissée justement de semer, mais il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus justement cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable. Mais il nous faut aussi réagir en construisant justement l'avenir et en mobilisant nos céréaliers, nos semenciers, nos transporteurs, nos assureurs, l'ensemble des acteurs internationaux. C'est pourquoi j'ai souhaité, au nom de la France et en tant que président justement du Conseil pour ce semestre, au niveau européen, et en lien direct avec l'Union africaine, je me suis entretenu il y a quelques instants avec le président Macky Sall, lancer une initiative comparable à ce que la France avait pu lancer au moment de la crise sanitaire avec l'initiative ACTA. Le but de l'initiative que nous souhaitons lancer, nous avons décidé avec le président Macky Sall d'appeler Food and Agriculture Resilience Mission, donc l'initiative FARM, a pour but de tout de suite nous organiser main dans la main avec les pays concernés et les organisations compétentes, comme avec le secteur privé, de lancer une initiative pour pallier cette crise, avec d'abord un pilier commercial, pour apaiser les tensions sur les marchés agricoles, élaborer un plan d'urgence de libération des stocks en cas de crise, pour éviter toute situation de pénurie et modérer les hausses de prix. Plusieurs pays sont en train de continuer à constituer des stocks. Il est indispensable, de manière concertée, de libérer ces stocks au plus vite. D'obtenir aussi un engagement multilatéral à ne pas imposer de restrictions à l'export des matières premières agricoles. Vous retrouvez des situations très comparables à ce qu'on avait vécu sur les produits de santé au moment de la crise Covid il y a 2 ans. Et mettre en place un suivi transparent des obstacles au commerce des produits agricoles et des prix sur les marchés, en s'appuyant sur le système d'information sur les marchés agricoles mis en place lors de la présidence française du G20. Ce premier pilier commercial, évidemment, sera travaillé en lien très étroit avec l'Organisation mondiale du commerce. Et nous avons eu l'occasion de préparer cela avec sa directrice générale. Un deuxième pilier de solidarité a vocation pour nous à préparer aux premiers effets de la guerre dès cet été, avec une action coordonnée des pays producteurs pour relever temporairement les seuils de production lorsque cela est possible et sans compromettre les objectifs de durabilité. Et de mettre en place un mécanisme d'allocation des volumes pour garantir un accès de tous, en particulier les plus vulnérables, en quantité suffisante et à prix raisonnable. C'est un mécanisme qui, là aussi, s'inspire très concrètement de l'initiative ACTA que nous avions lancée en réponse au Covid-19. Ce qui veut dire, très concrètement, pour nous, Européens, assumer de produire davantage en respectant nos normes, en respectant nos règles, en étant très vigilants sur les sujets climatiques et de biodiversité, mais en rehaussant les objectifs de production qui sont les nôtres pour contribuer à cet effort de solidarité. Et un troisième pilier, enfin, en faveur de la production dans les pays les plus concernés, en augmentant significativement les investissements dans la production alimentaire durable et les chaînes de valeur agricole résilientes sur tous les continents, et en intensifiant nos opérations pour permettre aux pays qui sont les plus dépendants des importations de la zone russo-ukrainienne de produire davantage sur leur sol. Et là, c'est très cohérent avec ce que nous avons relancé en janvier 2021, avec, vous vous en souvenez sans doute, la grande initiative de la Grande Muraille Verte, ou l'initiative sur les protéines végétales que nous avons accélérée sous présidence française, initiatives qui ont vocation à lancer des opérations de déforestation, de développement agricole dans les pays, justement, allant du golfe de Guinée jusqu'à la Corne de l'Afrique, et de manière très concrète en leur permettant de produire davantage sur leur sol. Voilà l'initiative que je souhaitais ici vous présenter. Je l'ai exposée en G7 pour engager les collègues autour de la table, qui sont tous des grands pays producteurs, et je pense que nous devons être exemplaires en termes justement de capacité à produire, là aussi, davantage. Je le ferai tout à l'heure dans le cadre du Conseil, et nous l'élargirons évidemment dans le cadre du G20, et tout cela se faisant main dans la main avec l'Union africaine et avec l'ensemble des pays les plus concernés. Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous apporter en compte-rendu du sommet de l'OTAN et justement de ce G7. Et
l'annonce aussi que je souhaitais vous présenter, cette initiative française en matière de sécurité alimentaire. Nous allons prendre maintenant quelques questions. Camille Collin de TF1, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question centrée sur les entreprises françaises qui sont implantées en Russie. On a vu que Renault suspendait son activité sur place. L'État est au capital de Renault, mais d'autres font le choix de rester. Leroy Merlin, Auchan, ce qui amène à une certaine confusion sur place. Quelle est la ligne que vous défendez et le message que vous pouvez adresser à ces entreprises qui sont pointées du doigt par les autorités ukrainiennes? Merci. Je vais revenir aux fondamentaux de notre action. Notre objectif est par tous les moyens de stopper la guerre et donc d'avoir des sanctions qui sont efficaces en touchant les secteurs les plus sensibles et les personnalités les plus sensibles. Mais évidemment de limiter les impacts sur nos économies. Bon. Il y en a néanmoins. Et donc nous veillons à les corriger. C'est pourquoi nous avons concentré nos impacts sur les instituts bancaires, la Banque centrale, qui a été sans doute l'une des actions les plus décisives que nous avons menées, et les oligarques. Et il y a d'autres types de sanctions qui peuvent se poursuivre sur des secteurs plus stratégiques qui, pour l'ensemble des Européens et des alliés, sont évidemment plus sensibles. Charbon, pétrole, gaz, mais que nous n'avons pas pris pour le moment. Dans ce contexte-là, je souhaite que toutes les entreprises, j'ai même demandé explicitement à ce que toutes les entreprises françaises qui opèrent dans des secteurs sous sanctions, avec des partenaires sous sanctions, que ce soit actionnaires ou partenaires industriels, respectent ce que la France décide et acte. Et c'est ce qui est aujourd'hui fait par tous les acteurs français. À côté de cela, il y a des pressions qui sont faites, il y a des risques réputationnels pour des entreprises qui opèrent en Russie. Et là, ma position est de laisser libre les entreprises de décider pour elles-mêmes. C'est le choix des dirigeants de ces entreprises d'apprécier en fonction de leurs équilibres, en fonction de leur activité, de faire les choix qui conviennent. C'est le choix qu'a fait Renault, c'est le choix qu'ont fait d'autres entreprises de cesser certaines activités. Je considère que nous, la priorité, ça doit être l'effet final recherché, qui est justement de stopper l'action russe. Voilà de manière très claire la position de la France. Je considère ensuite que dans la durée, ces choix de toute façon doivent être à chaque fois évalués, parce que quand une entreprise, jusqu'on le mesure, décide de tout arrêter en Russie, elle laisse des salariés, elle laisse une emprise qui de toute façon continue à tourner. Et est-ce qu'on fait plus souffrir la Russie et ses dirigeants? Je ne suis pas sûr. Je me pose juste ça sur la table, parce que ça veut dire que ce sont des capitaux russes qui récupèrent cette profitabilité. Donc je pense que ce qui est important, c'est à chaque fois d'être cohérent dans nos actions. Renault a fait un choix, je le respecte. D'ailleurs, l'État français en tant qu'actionnaire ne s'est pas opposé à ce choix. Il était cohérent à la stratégie et il s'inscrivait dans une appréciation de la situation, je crois, qui était celle de l'entreprise. Jérôme Rivel, AFP. Je reviens sur le sommet de l'OTAN. Alors, est-ce que vous pensez que l'OTAN doit apporter une aide militaire sans restriction, comme l'a demandé le président Zelensky ce matin? Si oui, est-ce que la France compte augmenter ses fournitures d'armes à l'Ukraine? Alors, je sais que vous ne voulez pas dire lesquels, mais d'autres pays sont beaucoup moins discrets que vous. Et est-ce que vous êtes entendu lors de ce sommet sur des lignes rouges en cas d'utilisation d'armes chimiques? Alors, sur la première question, il y a une limite, je l'ai dit, qui est de ne pas devenir co-belligérant. Cette limite est partagée par tous les alliés. Et donc, très clairement, livrer de nouveaux équipements, en particulier avions ou chars, aujourd'hui, personne ne l'a franchi parce qu'il est évident qu'elle caractériserait une co-belligérance. Par contre, beaucoup de matériel militaire, air-sol, anti-chars, ont été livrés depuis le début de la guerre et continueront de l'être par les alliés. D'autres aussi continuent d'honorer des contrats qui précédaient le déclenchement de la guerre et continuent d'aider l'Ukraine. Donc il a été acté que nous continuerons cet effort avec la même cohérence et avec les mêmes limites. Et je pense que c'est ce qui permet d'ailleurs de contribuer à tenir. À côté de ça, sur la deuxième question que vous avez posée, je serai très prudent sur ce sujet. D'abord parce que, en ce qui me concerne, à chaque fois que j'ai eu à définir des lignes rouges, je voulais être parfaitement sûr que les définir avait un effet dissuasif
et que leur franchissement serait suivi d'effets. Est-ce que je considère que c'est comme ça que la parole de la France ou de tout allié est respectée? C'est ce que nous avons fait en avril 2018 lors de l'opération Hamilton. Je pense qu'en l'espèce, l'ambiguïté stratégique et la discrétion sont plus efficaces. Donc je m'en tiendrai à cela. Nous préparons, nous menons des travaux, mais je n'expliciterai pas aujourd'hui quelques lignes rouges sur ce sujet. Des questions? Rama Rajdi, USPA. Hi, Mr. President. Oh, sorry. Je voulais poser une question plus par rapport à la médiation et de peace, même si on est dans un lieu a priori de guerre, mais militaire. Hier, le président Zelensky, devant le Parlement français, a rappelé, il a évoqué à 3 reprises le format Normandie, en disant que c'était la table de paix et que cela avait fourni des bouffées d'air pendant les 8 années. Et que donc il aimerait avoir plus que des bouffées d'air actuellement, sachant que le président Poutine a métaphoriquement, je ne sais pas comment on va le dire, mais il a déchiré les accords de Minsk, et que le président j'espère que je vais bien summariser l'idée que je veux exprimer. Le président Zelensky avait demandé à ce que les US fassent partie de format Normandie avant l'attaque et la guerre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le moment d'inclure les États-Unis, puisqu'ils sont de fait maintenant dans les négociations, depuis que Joe Biden a rencontré Poutine en juin l'an dernier, et aussi depuis la conférence qu'il a eue aussi l'an dernier, et que c'était dans les tuyaux, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est... Vous pouvez peut-être nous donner un éclaircissement. Thanks. Je distinguerai d'abord 2 cadres qui ont toujours été distincts. Il y a un cadre qui était ce qui, avant le 24 février, s'appelait la crise ukrainienne, qui est maintenant la guerre ukrainienne, qui était en effet celui des accords de Minsk et du format de Normandie. Ça, c'est un cadre. Il y a ensuite les discussions bilatérales qui prévalaient entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. C'est un autre cadre. Les sujets, d'ailleurs, n'étaient pas les mêmes. Les discussions de juin dernier à Genève étaient des discussions sur la sécurité, les relations bilatérales, le contrôle des armements. Et puis, il y a d'autres discussions pour lesquelles la France a toujours plaidé, je continuerai de le faire, qui doivent prévaloir, celles entre l'OTAN et la Russie. Il y a un accord qui existe, même si il a été, là aussi, foulé aux pieds par la Russie de manière unilatérale. Et il y a des discussions qui devront se tenir à un moment entre l'Union européenne et la Russie, parce qu'on parle de l'Union européenne, de notre sol, de nos équilibres. Et moi, je ne délègue pas les discussions sur ma sécurité. Bon. Donc ça, ce sont des cadres différents. Aujourd'hui, il n'y a plus de cadre de discussion, puisque la Russie a déclenché la guerre. Donc, il y a des canaux de discussion bilatéraux, informels. Nous avons... à plusieurs reprises aussi décidé avec le chancelier Scholz de discuter ensemble avec le président Poutine. Il a toujours refusé, lui, de discuter avec le président Zelensky, malgré les demandes de celui-ci et les nôtres. Donc je constate que lui ne veut pas. Le président Zelensky serait prêt. Mais il n'y a pas de format établi aujourd'hui. Donc le travail que nous devons continuer à faire, c'est un travail de discussion. Je pense qu'il doit être incessant. Cette semaine, j'ai encore reparlé 2 fois au président Poutine. J'ai passé plusieurs heures pour essayer de construire les voies et moyens, essayer de mieux comprendre les limites, etc., à chaque fois en me concertant avec le président Zelensky. De manière évidente, les négociations ne permettront pas de déboucher dans les prochaines heures et les prochains jours. Mais il faut préparer le moment où ce sera possible. Je pense que c'est notre responsabilité, et c'est le seul élément qui est cohérent avec le fait que nous ne menons pas, nous, la guerre, mais que nous avons plutôt décidé d'une stratégie de tenaille qui consiste à aider l'Ukraine, mener des sanctions. Donc il faut aussi avoir cette voie. Le format de finalisation de ces échanges est encore à définir. Et il dépendra du choix des parties prenantes, des demandes qui seront les leurs, en particulier des demandes de garants à un tel accord. Il est trop tôt pour les définir et rien n'est fermé. Et voilà les quelques clarifications à la fois historiques et contemporaines que je souhaitais faire en réponse à votre question. Il y avait Arzu Morin de CNN Turquie. Monsieur le Président, et vous avez rencontré aujourd'hui avec le président turc, Monsieur Erdogan.
avant le sommet de l'OTAN, vous êtes les deux dirigeants qui ont un point en commun. Vous parlez avec M. Zelensky et M. Poutine ouvertement. Et donc, quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de cette rencontre? Et peut-on penser qu'il y a un espoir pour revenir à la table pour les négociations et une initiative commune entre les deux pays-là, avec les deux autres? D'abord, vous avez raison d'insister sur le fait que le président Erdogan également parle au président Poutine. Et en lien avec la question précédente, je me coordonne de manière permanente avec toutes celles et ceux qui échangent avec le président Poutine, qu'ils soient membres de l'Union européenne ou non. Et donc, c'était très important que nous puissions partager notre vision du conflit et des perspectives de négociation. Je crois que nous partageons la même lecture que celle que je viens de faire. Il n'y a pas de perspective de très court terme. Mais donc, premièrement, nous allons continuer de travailler ensemble pour chacun dans nos échanges plaider pour le cessez-le-feu d'abord, comme première étape, puis la construction d'un accord permettant justement de rassembler les conditions qui permettront de maintenir une paix durable. Donc, coordination entre nous deux sur ce sujet et volonté de travailler ensemble. La deuxième chose, nous avons décidé de pouvoir travailler aussi sur des opérations communes, des opérations humanitaires communes, en particulier à Mariupol. Et donc, nos ministres et nos équipes vont travailler ensemble pour que dans les tout prochains jours, nous puissions conduire une opération humanitaire ensemble, éventuellement avec d'autres partenaires qui souhaiteraient se joindre à nous, sur Mariupol, qui est, comme vous le savez, une des situations humanitaires les plus tragiques. Et puis, nous avons également parlé des questions régionales, et je pense que la situation que nous sommes en train de vivre est aussi l'occasion de lever des ambiguïtés, en tout cas d'être le moment de clarification stratégique que j'appelais de mes vœux de la part de la Turquie dans notre relation, et qu'il s'agisse de la Libye ou du Proche et Moyen-Orient, de pouvoir réengager avec ses partenaires européens une stratégie collaborative. Et je crois que le tour de vue que nous avons fait tout à l'heure avec le président Erdogan montrait qu'il y avait la possibilité d'avancer dans le droit fil d'ailleurs de la conférence de Bagdad de septembre dernier que nous avions tenue et auquel le ministre des Affaires étrangères turc était présent, de pouvoir avancer sur beaucoup de dossiers qui parfois nous avaient séparés dans les années qui précèdent. Et donc ça, c'est un élément positif dans un contexte lourd. Question de Adley Gamble de CNBC. Thank you, Mr. President, and forgive me for speaking in Monsieur le Président, excusez-moi de parler anglais. Ma question est la suivante. Comment l'OTAN devrait-elle réagir si la Chine finance d'un point de vue militaire et apporte son aide à la Russie et Total Energy opère toujours en Russie? Quel est votre message pour Total? Est-ce qu'il devrait mettre fin à ces opérations? Comment je vois les choses? D'abord, moi je suis un esprit basique. Et donc, nous sommes, si j'ai bien compris les choses, dans une organisation qui est celle de l'Atlantique Nord. Et de manière basique, je ne vois pas la Chine dans cet espace-là. Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet de l'OTAN, la Chine, je vous le dis très sincèrement. C'est un sujet d'un membre du P5, la France l'est. On est membre permanent du Conseil de sécurité. C'est un sujet stratégique pour les États-Unis, pour l'Union européenne, pour la France, oui. Mais je pense que l'OTAN vient d'avoir un électrochoc. Moi qui parlais de mort cérébrale en décembre 2019. L'électrochoc, c'est que la conflictualité à ses frontières est revenue puisque la guerre a été lancée par la Russie. Pas contre un de nos membres, mais contre un voisin proche. Et donc je pense que c'est ça notre travail. C'est la carte que je montrais tout à l'heure, c'est travailler sur cet espace-là. C'est déjà beaucoup. Soyons efficaces et crédibles sur ce sujet. Ça, c'est pour l'OTAN. Pour la Chine, je l'ai toujours dit, nous savons nos différences, nous savons les éléments de coopération et nous savons les points de rivalité. Bon. Je ne crois pas que la politique fiction, quand elle envisage le scénario du pire et pousse les décideurs à essayer d'intimider les autres par voie de conférence de presse, produise souvent les résultats efficaces recherchés. Moi, je suis plutôt pour l'efficacité en la matière. Donc j'ai parlé au président Xi il y a 10 jours. Je lui reparlerai autant que nécessaire durant cette crise. Et j'ai eu face à moi un dirigeant, premièrement, qui a partagé nos préoccupations.
et qui désapprouve la guerre. J'écoute, je lis comme vous ce que dit la Chine, y compris quand on lui fait des reproches. La Chine défend en permanence la souveraineté des peuples, leur droit à disposer d'eux-mêmes et l'importance de ces notions. Il est donc tout à fait normal que la Chine ne puisse soutenir la Russie dans une agression contre un peuple voisin et la violation de sa souveraineté territoriale. Esprit de cohérence, la Chine y est attachée. Je sais donc pouvoir compter sur le président Xi en la matière. Deuxième chose, quand nous lui avons parlé avec le chancelier Scholz, le président Xi Jinping nous a soutenus dans notre volonté de demander un cessez-le-feu. Donc je crois plutôt à une cohérence chinoise. Et je pense que la Chine, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et en tant que grande puissance, ne peut faire autre chose que d'être une puissance de médiation et de modération. Et donc nous aider à convaincre la Russie d'arrêter cette guerre, ne l'aider ni participer en rien jamais, et veiller à ce que toutes les puissances, en particulier les puissances dotées, reviennent à la raison et à la stabilité. Parce que je sais que la Chine est attachée à une certaine visibilité dans le cadre des relations internationales. Voilà. Donc je continuerai de parler au président Xi Jinping sur cette base-là. Je veux croire que la Chine sera cohérente avec sa vision de la souveraineté territoriale et donc continuera de chercher à stopper cette guerre. Et je veux croire que la Chine ne participera à aucune forme d'escalade. Je préfère le tourner de cette manière-là. Vous êtes prêt à prendre encore quelques questions, Monsieur le Président? Autant que le calendrier nous le permet en fonction du Conseil européen. Je pense qu'on peut en prendre encore deux. Paul Paul, de TV Romania. Monsieur le Président, la France va faire figure de leader dans le groupe en Roumanie. Vous avez envoyé des soldats pour un renforcement la semaine dernière. Au-delà de ces soldats que vous avez envoyés dans ce contexte, nous faut-il attendre une présence militaire accrue sur le territoire roumain de la part de la France? Et si c'est le cas, si la France maintient sa présence maritime dans la Méditerranée pour aussi longtemps que cela est nécessaire, va-t-elle l'augmenter dans la Méditerranée ou dans la mer Noire pour dissuader toute menace par air ou par la mer? Si c'était possible, voilà, merci. Donc, comme vous l'avez dit, on a envoyé 500, exactement je crois 550, parmi les meilleurs, puisque nous avons envoyé des chasseurs alpins. Et donc, nos chasseurs alpins sont là, coordonnent le travail avec deux autres nations, belges et néerlandais. D'ailleurs, peut-être d'autres se joindront à l'exercice si nécessaire, mais l'objectif est vraiment, dans une mission qui a vocation donc à monter en charge, de pouvoir maintenir cette présence dans le cadre des missions dites EFP, et donc le même cadre que d'habitude. Et je pense qu'il ne faut pas changer de doctrine, et nous en restons à la doctrine habituelle. Et comme vous le voyez, depuis le 1er février, nous contribuons au dispositif aérien pour votre pays et la Bulgarie, avec justement ces moyens qui sont mis à disposition en mer pour pouvoir à la fois projeter nos avions et puis continuer aussi le travail de surveillance du côté maritime. Donc il y a un effort complet qui est fait par la France. Nous sommes pragmatiques. À chaque fois qu'il faut intensifier nos efforts, on le fera. La nature des opérations doit se faire pour moi de la même manière que nous le faisons depuis plusieurs années, par exemple chez nos amis baltes, c'est-à-dire à travers des missions qui restent des missions temporaires. Nous ne souhaitons pas changer de logique avec des missions permanentes. Et donc qu'il y ait des rotations est une bonne chose. Par contre, je vais insister sur ce point, nous tenons à l'interopérabilité. C'est-à-dire si on veut que ces missions soient efficaces, il faut que nos armées continuent à développer des cultures communes, une capacité à travailler ensemble et à ce que l'agrégation de ces moyens, parce que là j'ai mis les moyens français, mais il y a les efforts qui sont faits par tous les autres alliés, soient parfaitement imbriqués et interopérables. Si on veut de l'efficacité opérationnelle, c'est ça le but. Et donc plutôt que d'accroître de manière injustifiée, ou plutôt que d'aller vers de la pérennité qui n'est pas forcément justifiée, nous souhaitons être très réactifs et nous avons montré la crédibilité de notre réactivité ces dernières semaines,
Donc être réactif sur du temporaire, même de longue durée, mais par contre renforcer l'interopérabilité de l'Alliance et de nos armées. En tout cas, je crois que la Roumanie sait qu'elle peut compter sur la France. On va prendre une toute dernière question avant que le président se rende au Conseil européen de Rore Krejcik de Nova TV Croatia. Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 semaines, une roquette soviétique est tombée sur une nation et on prétend qu'elle portait une bombe. Quel est votre point de vue sur le sujet et quel message envoie l'OTAN si un tel appareil a été capable de survoler 3 États membres de l'OTAN et est-ce que la France va accroître sa présence dans la région, non seulement en Bosnie mais également en Croatie? J'étais en Croatie il y a quelques semaines. Nous avons d'ailleurs renforcé notre partenariat stratégique et nous l'avons renforcé en particulier sur le plan aérien avec des coopérations entre nos armées et un programme aussi, comme vous le savez, impliquant les Rafales français. Ce qui montre l'engagement de la France pour la sécurité, y compris la sécurité aérienne de votre pays. Et parce que j'estime que c'est la responsabilité qui est la nôtre. Et c'est la cohérence. Je veux ici vous montrer la démonstration de ce que je vous dis depuis maintenant 5 ans. On s'engage dans l'OTAN, on fait de l'interopérabilité, on est là quand il y en a besoin, on renforce notre présence auprès des Européens dans l'OTAN, mais en parallèle, ces quelques derniers mois, accord avec la Croatie, accord avec la Grèce, sur des programmes de coopération militaire et d'armement substantiels. Donc, nous sommes là aux côtés de la Croatie et nous serons là dans la durée. Sur ce qui s'est passé, en effet, lors même du sommet extraordinaire que nous tenions à Versailles, il y a quelques semaines, dans votre pays, à Zagreb. D'abord, j'en ai été tout de suite informé par le Premier ministre Plenković. Je lui ai témoigné du soutien de la solidarité de la France, qui s'est matérialisé par plusieurs vols immédiats, à la fois de surveillance et d'intimidation, si je puis dire, que nous avons assumés. Donc la réactivité française a été immédiate, les vols ont été actés quelques minutes après l'information qui nous a été transmise. Ensuite, nous coopérons pour pleinement comprendre et attribuer, parce que je pense qu'il faut être très prudent sur l'attribution de cette explosion de drones. Évidemment, on a tous été très choqués par ce qui s'est passé. D'abord parce que c'était sous votre contrôle à quelques mètres de logements étudiants. Et donc, on a tous imaginé ce qui aurait pu se passer. J'ai vu les images filmées par votre Premier ministre lui-même et qu'il m'a envoyées. Et donc, nous continuons le travail en lien avec la Croatie pour comprendre ce qui s'est passé, identifier la charge et pleinement attribuer cet élément. Il est apparu que plusieurs autres pays de l'Union européenne et de l'Alliance ont été survolés par des drones comparables venant de zones ukrainiennes. Je pense qu'à ce stade, il nous faut être très prudents et ne pas tirer de conclusions définitives de ces opérations. Est-ce que ça a été des pertes de contrôle, des détournements, des erreurs ou des opérations faites à dessein? En tout cas, les règles de solidarité entre Européens et entre membres de l'Alliance sont bien connues et elles seront activées, si besoin était, de manière évidente. Et la France est une puissance amie et qui s'engage quand ses alliés, ses partenaires sont attaqués. Donc évidemment, nos devoirs sont tenus. Mais sur ce cas précis, je voulais apporter ces clarifications. Mais là aussi, vous pouvez compter sur nous. La conférence de presse s'achève ici. On vous remercie à tous pour votre temps. Merci à vous. On continue.